Les élections de mi-mandat ne s'annoncent pas favorables à Trump. Et cela aura également des répercussions internationales sur la question d'entrer en guerre, sur la possibilité pour Israël de compter sur Trump pour le tirer d'affaire en cas de nouvelle attaque contre l'Iran. Et c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Alors, veux-tu parler de ce qui se passe à droite? Oui. Eh bien, il y a eu un grand effort, une forte mobilisation à droite pour essentiellement annuler Tucker Carlson en raison de ses critiques accrues envers Israël. Et je suppose qu'un incident un peu déclencheur a été la déclaration du président de la Heritage Foundation, disant quelque chose comme « Nous n'allons pas annuler Tucker ». Je pense qu'on peut en écouter un extrait. Voici Kevin Roberts, président de la Heritage Foundation. En fait, j'ai pas encore vu ça. Donc ce sera... dans les jours à venir. Mais aujourd'hui, je veux être clair sur un point. Les chrétiens peuvent critiquer l'État d'Israël sans être antisémites. Et bien sûr, l'antisémitisme doit être condamné. Ma loyauté, en tant que chrétien et en tant qu'Américain, va d'abord au Christ et toujours à l'Amérique. Lorsque cela sert les intérêts des États-Unis de coopérer avec Israël et d'autres alliés, nous devrions le faire à travers des partenariats en matière de sécurité, de renseignement et de technologie. Mais lorsque ce n'est pas le cas, les conservateurs ne devraient se sentir aucune obligation de soutenir automatiquement un gouvernement étranger, quelle que soit l'intensité de la pression exercée par la classe mondialiste ou par ses porte-paroles à Washington. La Heritage Foundation n'est pas devenue l'épine dorsale intellectuelle du mouvement conservateur en annulant les nôtres ou en surveillant la conscience des chrétiens. Et nous n'allons pas commencer à le faire maintenant. Nous ne prenons pas nos instructions des commentaires sur X, même si nous sommes reconnaissants pour le débat vigoureux sur la liberté d'expression. Nous ne recevons pas non plus de directives de la part de nos membres ou de nos donateurs. Bien que nous leur soyons profondément reconnaissants pour leur soutien, et nous en gagnons de nouveau chaque jour. C'est ce type de débat vigoureux que nous invitons à mener avec nos collègues, nos amis du mouvement, nos membres et le public américain. Très bien. Eh bien, cela semble être une bonne déclaration à première vue. Je pense que c'est un peu plus complexe que cela. Mais pour résumer ce qui s'est passé ces derniers jours et ces dernières heures, Kevin Roberts est revenu sur ses propos. Kevin Roberts est le directeur de ce qu'on appelle souvent le cerveau externalisé du Parti républicain, la Heritage Foundation. La Heritage Foundation est située à quelques pâtés de maison du Capitole. C'est probablement le groupe de réflexion le plus influent des États-Unis, plus influent que n'importe quel think tank du Parti démocrate. Toutes les politiques républicaines, le projet 2025, tout cela en est issu depuis les années 1980. Les futurs membres du personnel du Congrès dorment dans les dortoirs que la Heritage Foundation a installés juste à côté de Union Station. Et ils y sont formés et entraînés à devenir des apparatchiks et des opérateurs républicains efficaces. Encore une fois, il n'existe rien de comparable. Il est donc très significatif qu'il accueille le débat, ostensiblement à propos d'Israël, mais en réalité sur un sujet bien plus profond. Et il prend la défense de Tucker Carlson, avec qui, je suppose, il entretient une relation de longue date et qui a également des liens avec la Heritage Foundation. La Heritage Foundation est aussi à l'origine du projet Esther, et qui appelait explicitement à criminaliser l'activisme pro-palestinien, et a servi de modèle à une grande partie de la répression observée sous l'administration Trump, le ciblage fédéral des groupes anti-guerre et de solidarité avec la Palestine. Ainsi, Roberts subit des pressions internes. Voici Kurt Mills, The American Conservative. Il affirme que Roberts est littéralement victime d'un chantage. Sa déclaration vidéo initiale.
dans laquelle il affirmait que la critique d'Israël n'est pas nécessairement de l'antisémitisme, fait désormais l'objet de réactions hostiles et même de tentatives d'extorsion de la part de ses propres subordonnés. Et qui sont ceux qui menacent la Heritage Foundation et le groupe de travail sur l'antisémitisme? C'est le pasteur Luke Moon, un pasteur sioniste chrétien, Victoria Coates, qui a été la principale auteure du projet Esther, Eli Cohenim, dont nous avons déjà parlé, qui est essentiellement un opérateur du Likoud, et un autre pasteur sioniste chrétien. Ils ont exigé qu'il supprime la déclaration vidéo que vous venez de voir, que tout le monde a déjà vue. Je veux dire, cela n'aurait plus d'importance s'il la supprimait à ce stade. Il y a eu plusieurs départs de haut niveau de la Heritage Foundation, des démissions. Et je crois qu'il y a environ 2 heures, Roberts a présenté des excuses. Puis-je afficher cela à l'écran? Il a dit « J'ai fait une erreur, je vous ai déçu, et j'ai déçu cette institution. Point final. » Et l'erreur, c'est quoi? Appeler à la liberté d'expression et dire qu'il ne se laissera pas intimider par les donateurs pro-israéliens. C'est ça, l'erreur? On lui a demandé de condamner cela. Nick Fuentes, le gourou des Groypers, a été invité dans l'émission de Tucker Carlson et s'est rendu dans le Maine, où Tucker habite. Ils ont eu une interview très amicale après une querelle personnelle entre Tucker et Nick Fuentes. Roberts a défendu le droit de Tucker d'inviter Nick Fuentes, ce que ses détracteurs ont interprété comme une approbation des opinions de Fuentes, un streamer qui n'a pas été très sympathique envers les Juifs. Donc, ce n'est pas seulement une question d'Israël. Je veux dire, Nick Fuentes parle du pouvoir juif, de l'influence juive et de la religion juive, l'idée que le Talmud inciterait les Juifs à commettre des actes sournois. Il en parle très ouvertement, et il a été accueilli par Tucker et par, disons, tout un gratin de podcasteurs de droite, ou proches de la droite, les plus importants, le tout en l'espace d'environ 1 mois. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Je pense que la véritable cible ici n'est pas Nick Fuentes en soi, même si ce sera le cas à l'avenir. La cible était Tucker Carlson. Tucker Carlson est la cible numéro 1 d'Israël. Il est détesté par Netanyahou, et ils le craignent aussi. C'est une voix de droite très crédible, qui a pris la parole à la Convention républicaine, a été proche de Trump et, jusqu'à l'interview de Fuentes, contribuait d'une manière très tactique à faire émerger une opposition conservatrice de longue date au contrôle d'Israël sur le gouvernement américain. En invitant Fuentes, on agite le chiffon rouge et on donne à ses ennemis exactement ce qu'ils veulent pour vous présenter comme antisémite. Ils ont vu l'occasion et s'y sont engouffrés. Et cela n'a tout simplement pas cessé. Remarquez que les attaques visent Tucker, pas Nick Fuentes en tant que tel. Mais cela a profité à Fuentes et aux Groypers de voir à quel point il a gagné en influence et de constater que quelqu'un comme Tucker, dont la famille a été dénigrée et déshumanisée par Nick Fuentes, a en quelque sorte reculé et s'est montré conciliant avec lui chez lui. Cela a rehaussé le profil de Fuentes. J'aurais d'ailleurs dû afficher cela à l'écran. Je crois que c'était Michel Goldberg, dans le New York Times, qui a qualifié Fuentes de nouveau Charlie Kirk. Voilà. Et je veux dire, c'est important d'une certaine manière, mais c'est aussi stratégique de la part d'une autrice comme Michel Goldberg, qui représente une faction du Parti démocrate. Nick Fuentes est l'ennemi juré de Charlie Kirk. Maintenant, il est devenu son successeur, et ils ont cette photo qui le fait paraître comme une célébrité, comme s'il était James Dean, comme s'il sortait tout droit de Zoolander. Et pourquoi quelqu'un comme Michel Goldberg, une démocrate convaincue du New York Times, qui comprend un peu mieux que la plupart des chroniqueurs libéraux ce qui se passe à droite, dirait-elle cela? C'est parce que les démocrates veulent faire monter Nick Fuentes
pour pouvoir essayer de le suspendre au cou du Parti républicain en 2028, et plus précisément autour du cou de J.D. Vance, de la même manière que les républicains le font avec Zohran Mamdani et le Parti démocrate national. C'est leur stratégie ici. Mais pour Fuentes et les Groypers, c'est comme un grand moment. Ils ont triomphé. Et il a triomphé de Tucker Carlson. Quand Tucker a commencé la dispute, c'est lui qui a porté le premier coup. Il a traité Nick Fuentes de gamin gay bizarre, peut-être un agent fédéral. Et maintenant, Nick Fuentes, selon les Groypers, dans une phase générationnelle. Il est passé dans presque tous les podcasts. Glenn Greenwald, Red Scare, Patrick Bet-David et aussi Dave Smith. Et c'est quelqu'un qui, il y a encore quelques années, était considéré comme tellement toxique par quiconque, un tant soit peu proche de la culture politique dominante. Quelqu'un associé à l'émeute de Charlottesville, quelqu'un qu'on traitait simplement de nazi. Il est désormais dans le courant dominant et très influent. Voilà pourquoi cela s'est produit. Et maintenant, il y a une véritable guerre civile à droite, plus importante que tout ce qui s'est passé auparavant. Comme lorsque le National Review a exclu Joseph Sobran à cause de ce qu'il avait dit sur l'influence et le pouvoir juif, ou lorsque le National Review sous Buckley, qui était complètement inféodé à Israël, a attaqué Pat Buchanan dans toute la guerre autour du buchananisme. Les néoconservateurs ont remporté ce combat. Il y a aussi une autre raison à cela. Israël vient de passer 2 ans à commettre un génocide. Et les gens, aussi bien à droite qu'à gauche, qui ont suivi la situation sur les réseaux sociaux, sont écœurés de voir leur gouvernement simplement se mettre au pas. Alors, c'est un moment où je pense que la faction néoconservatrice likoudnique de la droite mène ce qui ressemble à son débarquement de Normandie. Ils veulent en finir complètement. Leur objectif est d'évincer Tucker. Il s'agit d'utiliser Nick Fuentes pour chasser Tucker. Et tout cela s'est joué lors de l'événement de la Republican Jewish Coalition au Casino Sands de Sheldon Adelson à Las Vegas. Sheldon Adelson et plusieurs autres milliardaires pro-Israël dirigent ce groupe. Cela a vraiment mis en lumière les forces qui veulent détruire Tucker et reprendre le Parti républicain au profit d'Israël, pour la priorité à Israël. Voici un extrait. Et je veux simplement que la foule anti-américaine, anti-israélienne et anti-occidentale comprenne une chose. Vous allez devoir passer par moi et par des millions de personnes comme moi, et vous n'y arriverez pas. Vous pensez que votre petit podcast stupide, votre petit programme d'abonnement ridicule, votre petite émission de télévision ou peut-être votre petite émission de radio va changer le monde. Comme si c'était possible. Pas tant que moi et tous les autres auront notre mot à dire. Et je veux simplement... Eh bien, d'accord, ça tire à balles réelles. Au fait, Mark Levin a une émission de radio, donc je ne vois même pas ce qu'il essaie de dénigrer là. Lui aussi est animateur radio. Il crie dans un micro, fait des diatribes paranoïaques sur les musulmans et les gauchistes. Donc oui. Alors, quelle est la conclusion ici? Tucker a fait une erreur. Il a invité Nick Fuentes, à qui honnêtement je n'ai jamais prêté attention. Donc avant que tu n'expliques tout ça, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. En gros, Nick Fuentes a l'air d'être un véritable antisémite. C'est juste de le dire, non? Je dirais qu'il n'est pas très favorable envers les Juifs. Chaque fois qu'il veut répondre à quelque chose que je dis ou m'attaquer, il se contente de dire « Tu es Juif ». D'accord, d'accord. Donc Tucker, pour une raison quelconque, a pensé que c'était une bonne idée de l'inviter. Eh bien, je ne sais pas ce qui se passe. Il se passe autre chose ici. Ouais, parce qu'il s'est soudainement mis à faire tous les grands podcasts en l'espace de 2 ou 3 semaines. Tout le monde l'invite.
J'ai l'impression que si tu veux devenir le prochain Charlie Kirk après la mort de Charlie Kirk, et d'ailleurs, son ton a légèrement changé après la mort de Charlie Kirk, il va y avoir... Je ne dis pas que c'est un agent fédéral, je ne dis pas que la CIA est derrière tout ça ou quoi que ce soit. Mais dans la culture américaine, si tu veux vraiment t'élever, il faut d'abord avoir une base populaire. Il l'a. Il faut aussi être charismatique. Il est très charismatique. Je veux dire, si tu l'avais vu par le passé, il est extrêmement divertissant. Ce ne sont pas seulement des diatribes à la manière de Father Coughlin. Il dit des choses drôles. Et il y a du capital là-dedans. Il y a du capital derrière tous ces grands podcasts auxquels il a participé. Beaucoup de capital. Donc j'ai l'impression qu'il y a des forces qui propulsent Fuentes vers le grand public. Pour une raison ou une autre, peut-être qu'ils veulent imposer ce débat à la droite. Mais il se passe quelque chose de plus important que ces simples personnalités de droite. Et au fond, tout cela revient à la colère contre Netanyahou et le rôle qu'il joue. Mais pour que Tucker l'invite, eh bien, on ne va plus seulement parler d'Israël. Tu es indigné par les colons israéliens qui incendient des villages chrétiens en Cisjordanie. Tu vas devoir faire face à quelqu'un qui veut parler des Juifs et du rôle des Juifs en Amérique, du rôle néfaste, selon lui, des Juifs. Et c'est donc cela, désormais, le débat. Et c'est le débat que la coalition juive républicaine et les sionistes veulent avoir. Les Juifs républicains sont presque tous des ultrasionistes. En plus d'être des réactionnaires sociaux, ils sont tous ultrasionistes. Et ils ne font aucune distinction entre Israël et les Juifs, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. D'accord. Les Groypers ne font également aucune distinction entre Israël et les Juifs. Ils considèrent Israël et tous ses crimes comme le reflet non seulement de la suprématie juive, mais aussi de ce qu'ils perçoivent comme la difformité essentielle de la religion et de la culture juive. Et c'est le débat que les sionistes veulent avoir. Donc tu penses qu'il pourrait y avoir un intérêt chez les ultrasionistes à promouvoir Nick Fuentes et à en faire le visage de... J'en ai aucune idée. Je pense pas qu'ils le promeuvent. Je ne sais pas s'ils le promeuvent. Je ne dis pas qu'il y a une force sioniste secrète derrière tout ça. C'était peut-être simplement quelqu'un qui est d'accord avec lui. D'accord. Mais il y a des forces plus importantes en jeu ici. Les sionistes pensent qu'ils peuvent gagner ce débat maintenant contre Tucker, ou qu'ils peuvent l'isoler. As-tu vu ces pancartes qu'ils ont fait imprimer en masse au RJC? Tucker n'est pas MAGA. Non, j'ai raté ça. Et ils n'ont eux-mêmes aucune base populaire. D'une certaine manière, ils incarnent le stéréotype que Nick Fuentes leur attribue. Ce n'est que du capital, simplement l'argent des milliardaires Likoudniks qu'ils opposent à Tucker. Mais ils profitent de ce moment. Ce n'est pas comme la guerre civile qui s'est déroulée dans les années 1980 et au début des années 1990, où il s'agissait d'un affrontement entre intellectuels de droite. C'est une guerre entre podcasteurs et milliardaires. Et le monde du podcast est tellement imbriqué dans celui des milliardaires. Je veux dire, Peter Thiel finance tellement de ses podcasts. Comme l'a dit Tim Dillon, dès qu'il a commencé à devenir populaire, Peter Thiel l'a approché et lui a proposé une rencontre avec J.D. Vance. Donc ils tiennent Kevin Roberts par les tripes. Je veux dire, ils l'ont fait gémir parce qu'ils pouvaient le menacer avec l'argent. Il dirige la Heritage Foundation, qui finance le projet Esther, des milliardaires Likoudniks. Oui, eh bien c'est pour ça que Kevin Roberts, en revenant à sa déclaration, parle du fait que nous ne nous inclinons pas devant les donateurs. Bien sûr que si. Et il dit, peu importe ce que veulent les mondialistes. Qui sont les mondialistes dans cette équation? Je comprends à qui il fait référence parce que c'est lui qui détient le pouvoir en ce moment.
L'administration Trump applique ces politiques. Alors, contre qui pense-t-il vraiment se dresser, ces soi-disant mondialistes? Désolé, à qui faisait-il référence en parlant de mondialiste? Kevin Roberts parle des mondialistes. With a globalist, it's like it's a word you use when you can't. Mondialiste est un mot qu'on utilise quand on ne peut pas critiquer les capitalistes. Mais il existe une branche de milliardaires mondialistes. Par exemple, Bill Gates serait un mondialiste. D'accord, il ne s'aligne pas nécessairement sur l'Occident. Il s'aligne sur tout leadership capable de faire avancer son programme. Ainsi, il entretient des relations amicales avec Xi en Chine, tout en forgeant des liens amicaux avec le Parti démocrate aux États-Unis. Mais cela reste un petit groupe, une coterie de milliardaires. Je veux dire, le mondialisme diffère à bien des égards du transatlantisme, car ce dernier est exclusivement centré sur l'Occident contre les puissances contre-hégémoniques. Et puis il y a George Soros. Je veux dire, est-il un mondialiste? George Soros, I mean, is he a globalist? Ultimately, he's just a capitalist like the billion. En fin de compte, c'est juste un capitaliste, comme les milliardaires qui financent la Heritage Foundation. Mais bref, nous nous égarons. Ce que Mark Levin faisait là, ce n'était pas une guerre d'idées. C'était une tentative de faire taire le débat en utilisant la puissance financière écrasante de son camp. Et c'est ainsi qu'il compte faire taire Tucker Carlson. Ce que nous voyons se dérouler sous nos yeux, c'est le rachat de TikTok par Andreessen Horowitz. David Horowitz est un mentor pour beaucoup de ceux qui ont pris le contrôle du Parti républicain au nom des néoconservateurs. Son fils est Ben Horowitz, d'Andreessen Horowitz. Il possède TikTok, Paramount, Larry Ellison, David Ellison. Paramount, Larry Ellison, David Ellison. I mean, they're doing what they can. Je veux dire, ils font ce qu'ils peuvent, en prenant ceux qui ont leurs petits podcasts et émissions de radio et en les isolant simplement en rachetant tout, ce qui alimente les attitudes anti-juives à droite. En réalité, il s'agit des WASP. Je veux dire, cela a toujours tourné autour de ça. Les WASP issus de l'ancienne tradition conservatrice à la Burke, les partisans de Buchanan, les Sam Francis, les Joe Sobran, contre les Ellis Islanders, comme Midge Decter, Norman Podhoretz et Irving Kristol, qui sont arrivés et ont essentiellement forgé une alliance avec la droite chrétienne pour faire circuler des sommes énormes d'argent à travers les fondations de droite dans le mouvement et le rendre plus néoconservateur. Et la droite chrétienne prend essentiellement le parti des néoconservateurs ici. La droite chrétienne corporatiste, sioniste chrétienne. Vous avez mentionné les Ellison. Une chose que je voulais, un extrait que je veux passer, c'est que Trump a récemment accordé une interview à 60 Minutes, qui est désormais sous la direction éditoriale de Bari Weiss, nommée par les Ellison parce qu'elle est une militante pro-israélienne. Et Trump a ouvertement fait l'éloge de Bari Weiss dans son nouveau rôle. C'est tellement drôle. Et en fait, 60 Minutes m'a versé beaucoup d'argent. Vous n'êtes pas obligé de diffuser ça, parce que je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Et je suis sûr que ce n'est pas le cas. Je pense que vous avez un excellent nouveau dirigeant, franchement, parce que la jeune femme qui dirige toute votre entreprise est formidable, d'après ce que je sais. Je ne la connais pas, mais j'entends dire que c'est une personne remarquable. Mais 60 Minutes a été obligé de me verser beaucoup d'argent. Il est donc ravi que Bari Weiss soit désormais à la tête de 60 Minutes. Et il a récemment été révélé qu'après avoir accepté le poste, elle échangeait directement des messages avec Benjamin Netanyahu, Jared Kushner et Hillary Clinton. Voilà l'establishment, tout simplement. Eh bien, cela montre le rôle que CBS joue d'un point de vue partisan. Mais évidemment, il y en a un plus profond. La chaîne joue aussi un rôle beaucoup plus important qui dépasse la question de Trump, en servant de vecteur à la politique israélienne aux États-Unis. Donc, vous savez, attendez-vous à un reportage à charge de 60 minutes sur Tucker Carlson,
puis un autre sur Nick Fuentes. Je veux dire, c'est là que tout cela va mener. Ils vont simplement utiliser leur pouvoir institutionnel et financier pour écraser ce mouvement. Mais en même temps, ce faisant, ils inspirent et alimentent davantage d'antisémitisme. C'est là le problème. Les Juifs républicains représentent au maximum environ 30% de l'ensemble des Juifs aux États-Unis. Of Jews overall in the United States. We're not like some huge outliers here in what we believe. Nous ne sommes pas des cas isolés dans ce que nous croyons. Beaucoup de Juifs gardent le silence à ce sujet, mais nous venons d'une tradition juive de gauche, plus enracinée aux États-Unis, qui trouve les Juifs républicains, néoconservateurs, likoudniks, répugnants, qui s'y opposent. Donc ils représentent, quel est le pourcentage de la population que les Juifs représentent aux États-Unis? 3%? 4%? Donc ils sont 30% de ces 3%. Ce sont une minorité au sein d'une minorité. Et ils sortent publiquement pour déclarer qu'ils contrôlent tout un parti qui est majoritairement protestant, avec toute une aile de WASP qui n'aiment pas qu'on leur donne des ordres, des sortes d'aristocrates. Of WASPs who don't like being bossed around, who are like blue bloods. And they are confusing. Et ils confondent le consentement avec le contrôle. Ils n'ont jamais obtenu le consentement pour ce qu'ils faisaient. Ils ont simplement pris le contrôle en tirant les ficelles d'un système capitaliste corrompu et d'un parti corrompu qui représente l'itération la plus extrême de la politique dans une société capitaliste néolibérale. Maintenant que ce contrôle est mis à l'épreuve, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le consentement. Alors ils présentent cela comme un combat pour l'avenir juif, utilisant tous les Juifs d'Amérique comme boucliers humains pour servir leur propre agenda et pour la haine qu'ils ont suscitée au sein de leur propre parti. C'est là le danger. Mais les responsables israéliens se vantent encore du contrôle qu'ils exercent sur l'administration Trump. Cela provient d'un rassemblement de la Republican Jewish Coalition. Ron Dermer, un proche collaborateur de Netanyahou, affirme en substance que Trump fait tout ce que Sheldon Adelson et sa femme Miriam lui disent de faire. Sheldon Adelson est depuis décédé. Mais comme on peut le voir dans cet extrait, même après sa disparition, Trump continue de faire tout ce qu'on lui dit. Permettez-moi de vous rappeler quelqu'un que nous devrions reconnaître. Un mentor de maths et l'un des plus grands juifs que j'ai rencontrés dans ma vie, qui n'est plus parmi nous. Sa femme n'est pas avec nous aujourd'hui non plus, et il s'agit de Sheldon Adelson. C'était un homme d'un courage extraordinaire. Il m'a dit à de nombreuses reprises, lorsque j'étais ambassadeur, « À quoi bon que tous ces Juifs américains très en vue et influents aient autant d'accès s'ils ne sont pas là quand cela compte? Si vous n'allez pas réellement voir votre représentant élu pour lui dire « Voici ce qu'il faut faire » et vous devez prendre position. » Et Sheldon, lorsque j'étais ambassadeur, le faisait encore et encore, sans relâche. Vous venez d'entendre le président Trump, et comme mon premier ministre l'a répété à maintes reprises, nous n'avons jamais eu d'amis comme le président Trump. Jamais. Mais je me souviens qu'avec Rhoda, nous sortions dîner avec Sheldon et Miriam chaque fois qu'ils venaient à Washington. Et vous savez, on pourrait penser que Sheldon a joué un rôle immense pour aider à convaincre le président Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. C'était une question très importante pour Sheldon, mais il ne s'est pas arrêté là. La fois suivante où il a rencontré le président, il lui a parlé d'autres choses, puis encore d'autres choses, et encore d'autres choses. Ce n'était jamais une question d'accès pour Sheldon Adelson. C'était une question de faire ce qui est juste. Il soutenait les personnes en qui il croyait. Et il disait, « La raison pour laquelle je crois en vous, c'est parce que vous dites que vous défendez quelque chose. Maintenant, une fois en fonction, défendez quelque chose. Faites-le vraiment. » C'est un exemple de courage. Il nous manque profondément. Oui, je veux dire, c'est incroyable.
C'est un aveu éhonté qu'un État étranger et ses méga-donateurs parviennent à faire faire au gouvernement américain ce qu'ils veulent, et ils s'en vantent. Je veux dire, encore une fois, souvenez-vous que la première administration Trump a été façonnée par cette théorie du complot, cette invention selon laquelle il était contrôlé par la Russie. Maintenant, au grand jour, un autre gouvernement, Israël, se vante du fait que ses donateurs obtiennent de Trump qu'il fasse ce qu'ils veulent. Et d'une manière ou d'une autre, cela est considéré comme normal. C'était une scène vraiment répugnante. C'est Ron Dermer, dont le père était le maire de Miami Beach, aux États-Unis. Il parle anglais avec un accent américain. Il vient d'ici, du monde juif américain, et c'est le principal conseiller d'un dirigeant étranger, Benjamin Netanyahu. C'est lui qui a fait échouer chaque cessez-le-feu jusqu'à ce que Trump et Steve Witkoff finissent par l'isoler. Il s'est assuré qu'aucune négociation avec le Hamas n'aboutisse et a maintenu le génocide pendant 2 ans. Il était la figure centrale derrière Netanyahou. Et il vient d'ici. Et maintenant, il fait l'éloge d'un milliardaire américain décédé, dont la femme est israélienne, pour le rôle qu'il a joué en convainquant Donald Trump. Convaincre signifiant en gros soudoyer. Je veux dire, avec Trump, tout est une forme de corruption légalisée. C'est pour ça que le PDG de Binance s'en sort. C'est de la corruption pure et simple. Trump a dit « Oh, je ne m'en souviens pas ». C'est comme les vieux extraits de Reagan, sauf qu'il ne peut pas prétendre avoir la maladie d'Alzheimer à propos de l'affaire Iran-Contra. De la corruption pure et simple. Et dis-moi, Aaron, est-ce que tu vois souvent des extraits de la coalition juive progressiste démocrate devenir viraux ou de Jewish Voice for Peace? Je ne sais pas pour la partie progressiste démocrate, mais des extraits de Jewish Voice for Peace qui deviennent viraux? Non. Ce que tu vois devenir viral, c'est ça. Ce sont ces juifs-là que les gens voient, parce que ce sont eux qui sont aux commandes en ce moment. Et ils représentent la classe la plus odieuse de la planète. Je veux dire, ils battent tous les records, ils sont pires que les gusanos. À bien des égards, ils leur ressemblent. Mais ils paraissent bien pires. Et tous, parce qu'ils ont tendance à être plus religieux ou ouvertement religieux, doivent porter la kippa. Je veux dire, ils exhibent tous les symboles juifs. C'est comme une immense machine à produire de l'antisémitisme qu'ils font tourner. Et ils le veulent. Ils veulent s'en servir pour récolter de l'argent pour l'ADL et leur tracker Mamdani. Il y a eu des responsables israéliens, le chef du ministère des Affaires diaspora, comment s'appelle-t-il déjà, qui ont appelé les Juifs d'Amérique à s'installer en Israël après la victoire de Mamdani. Ils adorent l'antisémitisme, ils adorent le fabriquer puis en tirer profit. Il n'est donc pas surprenant que cela se produise à droite et qu'une figure comme Nick Fuentes, qui est, il faut le reconnaître, charismatique, devienne si populaire en ce moment. Ce que je me demande, c'est comment cela a pu s'enraciner aussi profondément dans le courant dominant conservateur.